Elle avait un sac plastique sur la tête, implorant Dieu pour que quelqu'un lui vienne en aide. C'est alors que son propre petit est venu vers moi, aboyant avec l'énergie du désespoir. À ce moment-là, j'ai fait quelque chose qui a changé ma vie pour toujours. Et si vous êtes ici maintenant, c'est parce que cette histoire doit être entendue. Alors profitez-en, abonnez-vous à la chaîne et restez avec moi jusqu'au bout. Je n'aurais jamais cru que le froid puisse faire aussi mal que la solitude. Mais cet après-midi de janvier, en remontant vers la maison par la Nationale 89, dans les environs de Clermont-Ferrand, j'ai découvert que les deux pouvaient s'unir pour former quelque chose d'encore pire. Une sorte de vide qui pèse sur la poitrine et serre la gorge. Le soleil déclinait déjà quand j'ai quitté la ville. J'étais allé chercher des granulés pour le bétail et quelques médicaments à la pharmacie. Rien d'exceptionnel, la routine habituelle. Depuis 4 ans, depuis que j'ai enterré Marianne, ma vie se résume à ça. Se lever, travailler, manger un truc froid, dormir, recommencer, sans discussion, sans rire, sans autre raison que de maintenir la ferme à flot. La route était déserte. Le vent frappait fort contre les flancs de mon vieux pick-up, soulevant une poussière grise qui recouvrait tout. La campagne auvergnate autour de moi semblait terne, sèche, épuisée, comme moi. Le ciel avait cette couleur orange pâle qui annonce une nuit glaciale. Et il allait faire froid, vraiment froid. La radio disait que la température pouvait descendre jusqu'à -6 degrés cette nuit-là. Je ne me souciais pas trop du froid. J'avais connu pire. Mais quelque chose dans cette fin d'après-midi me rendait inquiet. C'était peut-être le silence. Peut-être le souvenir de Marianne me demandant de ne pas sortir quand le temps tournait ainsi. « Tu es plus triste quand il fait froid, Antoine », disait-elle. Et elle avait raison, mais désormais, il n'y avait plus personne pour me le dire. Il me restait une 15aine de kilomètres avant d'arriver à la maison, quand j'ai aperçu une forme sur le bas-côté. J'ai cru que c'était des déchets, un vieux sac d'engrais peut-être, ou un reste de pneus. On voit tellement d'abandon sur ces routes qu'on ne s'en étonne même plus. Pourtant, quelque chose m'a fait lever le pied. Je ne saurais dire quoi. L'instinct, sans doute, ou cette voix de Marianne qui résonne encore parfois dans ma tête. Regarde bien, Antoine. Regarde toujours bien. J'ai garé le pick-up sur l'accotement et j'ai coupé le moteur. Le silence est devenu encore plus lourd. Seul le vent sifflait entre les fils de fer barbelés. J'ai ouvert la portière doucement et je suis descendu. Le froid coupait déjà la peau. Je me suis approché à environ 5 mètres et je me suis arrêté. Ce n'étaient pas des déchets. Le sac plastique bougeait. J'ai senti mon estomac se nouer. Ce mouvement n'était pas dû au vent. C'était quelque chose de vivant qui tentait de respirer. Je me suis forcé à faire quelques pas de plus. Chacun d'eux était pesant, comme si je savais qu'après cela, quelque chose allait basculer. Et c'est là que je l'ai vu. Attachée à un poteau en bois, de ceux qui soutiennent les vieilles clôtures, se trouvait une chienne de grande taille. À sa stature, elle devait être croisée, peut-être un berger allemand avec un bâtard. Son corps était couvert de boue séchée, le poil collé, les côtes saillantes sous la peau. Mais le pire n'était pas là. Le pire, c'était le sac plastique. Quelqu'un lui avait mis un sac plastique ordinaire, un de ces sacs de supermarché, sur la tête. Attaché? Non. Juste enfilé, mais assez serré pour coller à son museau chaque fois qu'elle tentait d'aspirer de l'air. À chaque respiration désespérée, le plastique entrait dans sa bouche, l'étouffant un peu plus, et elle ne parvenait pas à l'enlever. Ses pattes avant étaient entravées par une corde bien trop courte, nouée avec force autour de son cou, ce qui l'obligeait à rester debout, sans aucune chance de se coucher, sans aucune chance de se reposer. Ce n'était pas un abandon, c'était une sentence, une exécution lente. La corde avait entamé la peau de son cou, du sang séché se mélangeait à la terre. Vu l'état de son corps, elle était là depuis des jours, 3, peut-être 4, sans nourriture, sans eau, sans personne, juste le froid, le soleil qui brûle le jour, et le désespoir de ne pas pouvoir respirer correctement. Mais elle n'était pas seule. Sur le côté gauche, contre le poteau, à moitié caché par des brindilles, se trouvait un chiot, tout petit. Il ne devait pas avoir plus d'1 mois. Son petit corps était décharné, ses yeux à moitié ouverts, mais ternes.
Il ne pleurait pas. Il n'en avait plus la force. Il levait juste ses pattes de temps en temps, dans un geste faible, comme s'il demandait de l'aide, comme s'il savait que sa mère ne pouvait rien faire. Je suis resté planté là, avec le vent cinglant mon visage, le froid s'insinuant dans mes os, et une rage sourde montant dans ma poitrine, la rage contre celui qui avait fait ça, la rage contre moi-même, pour avoir failli passer mon chemin, la rage contre le monde qui laisse de telles choses se produire. La chienne a levé la tête, lentement, avec effort. Le sac plastique a de nouveau collé à son museau. Elle a tenté de grogner, mais aucun son n'est sorti. Juste un soupir faible, douloureux. Ses yeux étaient enfoncés, mais ils m'ont regardé. Et dans ce regard, il n'y avait aucune agressivité, aucune peur de moi, juste de la fatigue, du désespoir et un appel silencieux. Aide-moi. J'aurais pu partir. J'aurais pu appeler quelqu'un. J'aurais pu me trouver les 1000 excuses que l'on s'invente toujours quand on veut éviter les problèmes. Ça pouvait être un piège, il pouvait être malade, ça allait demander trop de travail. J'avais déjà appris, de la manière la plus douloureuse, que s'attacher fait mal, que prendre soin de quelque chose, c'est risquer de le perdre à nouveau, que la solitude est plus sûre, mais le chiot a levé la patte une fois de plus. Et la mère a tenté d'aspirer de l'air à nouveau, le plastique s'est collé et elle s'est mise à trembler. Et j'ai compris, à cette seconde même, qu'il n'y avait plus de temps pour le doute. Le sac plastique n'allait pas attendre. Ce serait leur dernière nuit. Je me suis agenouillé sur le sol, les gravillons de l'accotement me blessant le genou, et j'ai commencé à manipuler la corde. Elle était trop serrée, durcie par le vieux sang. Mes doigts tremblaient. Je ne sais pas si c'était de froid ou de peur, peut-être les deux. La chienne n'a pas bougé, elle n'a pas essayé de mordre. Elle me regardait juste, haletante, comme si elle savait que c'était sa dernière chance. J'ai réussi à desserrer la corde, j'ai tiré fort et elle a cédé. Son cou était à vif, des plaques violacées, des coupures profondes, mais elle était encore en vie. J'ai arraché le sac plastique de sa tête avec mes deux mains. Elle a aspiré une immense bouffée d'air d'un coup. Un son rauque, désespéré, comme si elle mourait et revenait à la vie en même temps. Sa poitrine se soulevait et retombait rapidement. Elle a toussé, elle a bavé, elle tremblait de tout son corps. Mais elle respirait, j'ai respiré avec elle. J'ai pris le chiot dans mes bras. Il était glacé, son petit corps ne réagissait presque plus. J'ai ouvert mon vieux manteau et je l'ai placé à l'intérieur, contre ma poitrine. La mère a essayé de se lever, mais ses pattes ne lui obéissaient pas. Elle est tombée sur le côté, respirant profondément, encore étourdie. Le vent a forci. La nuit tombait vite. Si je les laissais là, ils ne passeraient pas la nuit. J'ai regardé la chienne. Elle m'a regardé en retour. Et à ce moment-là, sans que je puisse vraiment l'expliquer, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. De la peur. Pas la peur de mourir, mais la peur de perdre à nouveau quelque chose. Car je savais que si je les emmenais avec moi, j'allais m'attacher. Et l'attachement fait mal, l'attachement se paie au prix fort. Mais le chiot a bougé contre moi, sous mon manteau, et la mère a tenté de se redresser à nouveau, me fixant, attendant. Alors je l'ai prise dans mes bras. Elle était lourde, plus que ce à quoi je m'attendais. Son corps tremblait tellement que je le sentais dans mes propres membres. J'ai réussi à l'installer sur la banquette arrière du pick-up avec le chiot. Ils sont restés ensemble, blottis l'un contre l'autre, tremblants, mais vivants. Je suis monté dans la voiture et j'ai démarré le moteur. La chaleur a commencé à monter doucement. J'ai regardé dans le rétroviseur. La chienne avait fermé les yeux, mais elle respirait. Le chiot était immobile, mais son flanc se soulevait. J'ai posé la main sur le volant et j'ai senti qu'elle tremblait. Ce n'était plus seulement de froid. J'ai fait demi-tour et j'ai repris la route déserte, alors que la nuit tombait brusquement, le vent hurlant au dehors, avec ces deux êtres sur la banquette arrière qui, sans le savoir, commençaient à ranimer quelque chose que je pensais mort avec Marianne. L'espoir. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que lorsque le soleil se lèverait le lendemain, quelque chose d'inattendu m'attendrait dans cette ferme. Et que sauver ces deux-là n'était que le début d'une histoire qui allait tout changer.
Le chemin de terre qui menait à la ferme ne m'avait jamais paru aussi long. Chaque nid de poule, chaque chaos du pick-up arrachait un petit gémissement à la chienne. J'essayais d'éviter les plus grosses pierres, mais c'était impossible de tout esquiver. La piste était trop sèche, creusée de ces ornières que l'hiver laisse quand les pluies cessent. Je regardais dans le rétroviseur toutes les 10 secondes. La chienne avait réussi à se caler tant bien que mal sur le côté, le petit serré contre son ventre. Tous deux grelottaient. Même avec le chauffage à fond, le froid s'engouffrait par les vieux joints de la carrosserie. Mon pick-up avait plus de 15 ans. Je l'avais acheté d'occasion juste après mon mariage avec Marianne. Elle disait qu'un jour, on le changerait pour un plus récent. Mais ce jour n'est jamais venu. Quand j'ai passé la clôture de la propriété, le ciel était presque noir. Il ne restait qu'un filet orangé à l'horizon, têtu, retenant le jour pour quelques minutes encore. La maison se trouvait à 200 mètres de l'entrée, au bout d'une allée de peupliers que j'avais plantée moi-même il y a 20 ans. Les arbres balançaient leurs branches sous le vent avec ce froissement de feuilles sèches, un bruit de solitude. J'ai arrêté le pick-up juste devant la véranda. J'ai coupé le contact et je suis resté là quelques secondes, les mains sur le volant à contempler la bâtisse. C'était une maison simple, 3 chambres, un petit salon, une cuisine donnant sur l'arrière. La peinture était passée, les tuiles fendues à certains endroits, des réparations que je promettais de faire sans jamais m'y mettre. Depuis que Marianne était partie, cette maison n'était plus qu'un endroit où dormir. Ce n'était plus un foyer, c'était un abri. J'ai pris une grande inspiration et je suis descendu. Le froid m'a frappé de plein fouet. On devait déjà frôler les 0 degrés. J'ai ouvert la portière arrière avec précaution, de peur d'effrayer la chienne. Elle a ouvert les yeux. Ils étaient vitreux, égarés. Elle a tenté de lever la tête mais a renoncé à mi-chemin. Le chiot ne bougeait pas. « Doucement, ma belle », ai-je murmuré. « Je vais t'aider. » J'ai glissé mes bras sous elle et je l'ai soulevée. Son corps était mou, pesant. Elle n'a pas réagi, ni grognement, ni tentative de morsure. Elle s'est laissée faire. C'était comme si elle avait renoncé à avoir peur. Comme si n'importe quoi était préférable à cette route. Je l'ai portée jusqu'à la véranda et j'ai poussé la porte d'entrée du pied. La maison était sombre et glaciale. Cela faisait longtemps que je n'avais pas allumé la cheminée. Quel intérêt! J'avais froid tout seul de toute façon. Mais là, c'était différent. J'ai déposé la chienne sur le sol du salon, sur le vieux tapis que Marianne avait déniché sur un marché à Issoire. Elle est restée allongée sur le flanc, respirant lentement. Je suis retourné en courant au pick-up chercher le chiot. Il était encore plus froid qu'avant. Je l'ai placé contre sa mère et je les ai recouverts tous les deux avec un plaid que j'ai attrapé sur le canapé. J'ai allumé la lumière. La lueur jaune a révélé leur état réel. C'était pire que ce que j'avais entrevu sur la route. La chienne avait des plaies sur tout le corps. Il n'y avait pas que les blessures au cou. Elle avait des marques sur les pattes, comme si elle avait griffé le sol pendant des jours. Sa peau était gercée par endroits avec du sang séché. Des tiques étaient agrippées à ses oreilles. Son museau était enflé, marqué par le plastique. Ses yeux étaient creux, sans vie. Le chiot était encore plus fragile. Ses côtes étaient saillantes, son ventre gonflé signe de verre. Ses pattes étaient fines comme des allumettes, sans force. Son pelage était terne. Il n'ouvrait pas vraiment les yeux. Il restait là, avec une respiration trop rapide, comme si son cœur allait exploser à tout moment. Je suis resté là, debout, à les regarder, sentant un poids m'oppresser la poitrine. Ce n'était pas de la pitié, c'était de la peur qu'il soit trop tard. Je me suis forcé à agir. Je suis allé à la cuisine, j'ai pris une vieille bassine que j'ai remplie d'eau tiède. Avec un linge propre, j'ai commencé à nettoyer le museau de la chienne. Elle ne bronchait pas. Je frottais doucement, avec précaution, retirant la boue séchée, le vieux sang. Chaque passage du linge révélait de nouvelles plaies. Plus de douleur, plus d'abandon. Quand j'ai fini le museau, je suis passé au cou. C'était le plus dur à voir. La corde s'était enfoncée dans la chair. C'était inflammé, violacé, brûlant. Il lui faudrait des médicaments. Mais je n'avais rien ici.
juste de vieux antibiotiques qui restaient de l'époque où j'avais soigné une vache pour une mamite. Est-ce que ça ferait l'affaire, ou est-ce que ça empirerait les choses? J'ai regardé l'horloge au mur. Il était plus de 7 heures du soir. Le vétérinaire le plus proche était en ville, à 30 kilomètres, et c'était déjà fermé. Personne ne répondrait à cette heure. J'étais seul. Ils étaient seuls. Et la nuit ne faisait que commencer. J'ai séché la chienne avec un autre linge et je l'ai recouverte à nouveau. J'ai pris le chiot avec précaution. Il ne pesait presque rien. C'était comme tenir un oisillon, si léger. Je l'ai emmené dans la cuisine et j'ai fait chauffer un peu de lait sur la cuisinière. Ce n'était pas l'idéal, je le savais. Un chiot a besoin de lait maternel ou spécifique, mais c'était tout ce que j'avais. J'ai trempé le coin d'un linge propre dans le lait tiède et je l'ai approché de sa gueule. Il n'a pas réagi. J'ai pressé légèrement pour faire sortir une goutte. Rien. J'ai réessayé. Encore une fois. À la 5e tentative, sa petite langue a bougé. Un tout petit peu. Mais elle a bougé. C'est bien, ai-je murmuré. Allez, mon petit, juste un peu. Je suis resté là pendant 20 minutes, faisant tomber le lait tiède goutte à goutte dans sa gueule. Il en a pris très peu, trop peu. Mais il en a pris, et c'était déjà une victoire. Je suis retourné au salon et j'ai tenté de faire la même chose avec la chienne. Elle a ouvert les yeux quand j'ai touché son museau avec le linge humide, mais elle n'a pas bougé la langue. Elle n'avait plus de force. Je savais que son corps était gravement déshydraté. Elle avait besoin d'une perfusion, de soins professionnels, mais je ne pouvais rien faire avant le lendemain. Juste attendre et espérer. J'ai allumé la cheminée. Les flammes ont commencé à monter doucement, crépitant, projetant des ombres sur les murs. La chaleur a commencé à se diffuser dans la pièce. J'ai traîné le tapis avec les 2 chiens plus près du feu, mais pas trop. J'ai rajouté des couvertures. Je me suis assis par terre à côté d'eux et je suis resté là, à regarder. La chienne respirait. Le chiot respirait. Mais tous deux ne tenaient qu'à un fil. Les heures passaient lentement, très lentement. Je ne sentais pas le sommeil venir. Je ne pouvais pas bouger de là. Chaque soupir qu'il poussait me retenait, chaque frisson m'effrayait, la cheminée claquait, le vent battait les vitres, le tic-tac de l'horloge marquait le temps. Et je restais là, assis sur le sol froid, à veiller sur 2 animaux que je ne connaissais pas mais qui, d'une certaine manière, portaient déjà un morceau de moi. Je me suis souvenu de Marianne. Elle avait toujours voulu un chien. Chaque fois que nous en croisions un abandonné sur la route, elle me demandait de m'arrêter. Je trouvais toujours une excuse. Ça demandait du travail, ça coûtait cher. On avait déjà les vaches, les poules, on n'avait besoin de rien d'autre. Mais la vérité était ailleurs. J'avais peur, peur de m'attacher et de perdre, comme j'avais perdu mon père quand j'étais enfant, comme j'avais perdu ma mère des années plus tard, comme j'avais perdu Marianne. Et maintenant, j'étais là, au milieu de la nuit, à soigner 2 chiens que quelqu'un avait jetés comme des ordures. La vie a de ses ironies. Vers minuit, le chiot a commencé à trembler plus fort. Tout son corps était secoué de spasmes. Je l'ai repris dans mes bras et j'ai ouvert mon manteau, le plaçant contre ma poitrine, peau contre peau. Son cœur battait trop vite, de façon désordonnée. Je savais ce que cela signifiait. Hypothermie, épuisement total. Il était en train de partir. Non, ai-je dit tout haut, me surprenant moi-même. Tu ne vas pas mourir, tu n'as pas le droit de mourir. Je ne sais pas si je m'adressais au petit ou à moi-même. Je l'ai gardé contre moi pendant plus d'1 heure, à le réchauffer, à respirer au même rythme que lui. Je lui parlais à voix basse, je lui racontais des bêtises, n'importe quoi, juste pour qu'il entende une voix, pour qu'il sache qu'il n'était pas seul. Et peu à peu, très lentement, les tremblements se sont apaisés. Son cœur a ralenti. Les battements sont devenus plus réguliers. Il a poussé un profond soupir et a abandonné sa petite tête contre ma poitrine. Ce n'était pas encore du soulagement, c'était une trêve. Je l'ai replacé doucement contre sa mère. Elle avait ouvert les yeux et me fixait. Pour la première fois, j'ai vu quelque chose de différent dans son regard. Ce n'était pas seulement de l'épuisement, c'était de la reconnaissance. Comme si elle savait, comme si elle comprenait que j'essayais de les aider. Elle a tendu le museau avec lenteur et a frôlé ma main. Elle n'a pas léché. Elle n'en avait pas la force, mais elle a établi le contact,
et elle est restée là, son museau chaud contre ma peau froide. Quelque chose en moi s'est brisé à ce moment-là. Je ne saurais pas bien l'expliquer, mais c'était comme si un mur que j'avais érigé au cours de ces 4 dernières années se fissurait soudainement. Et par cette fissure, quelque chose entrait, quelque chose que j'avais oublié, quelque chose de chaud, de vivant. Je suis resté assis là jusqu'à ce que l'aube commence à poindre. Je n'ai pas dormi. Je n'y arrivais pas. Je restais juste là, à entretenir le feu dans la cheminée, à les couvrir tous les deux, à surveiller leur respiration, en attendant le lever du jour. Quand la première lueur a traversé la fenêtre du salon, j'ai regardé l'horloge. Il était presque 6 heures du matin. La chienne respirait encore, le petit aussi. Ils avaient survécu à la nuit. Mais je savais que ce n'était que le début. Ils avaient besoin d'un vétérinaire, de soins sérieux, et je devais décider de ce que j'allais faire, si j'allais les emmener en ville pour les laisser au refuge, ou si j'allais assumer le poids de m'en occuper, de m'attacher, de prendre le risque. Je me suis relevé, les jambes raides, le dos endolori. Je suis allé dans la cuisine préparer du café, ma routine habituelle. Mais quand je suis revenu au salon, la tasse fumante à la main, je me suis arrêté sur le pas de la porte. La chienne avait réussi à lever la tête. Elle regardait le petit qui tétait faiblement, presque sans force, mais il tétait. Elle avait réussi à l'installer, elle avait trouvé la force de lui donner le sein, même brisé, même démuni. Elle restait une mère. J'ai bu mon café lentement, sentant le liquide brûlant descendre dans ma gorge, en observant cette scène. Cette mère et ce fils que le monde avait jeté, mais qui luttaient encore. Et c'est à ce moment-là, avec le café encore tiède entre les mains et le soleil se levant sur la campagne, que j'ai pris ma décision. Je n'allais pas les abandonner. Je ne serais pas comme celui qui les avait laissés sur le bord de cette départementale. J'allais essayer. J'allais me battre, même si ça faisait mal, même si je devais encore perdre. Parce que pour la première fois en 4 ans, je sentais que j'avais une raison de me lever qui n'était pas seulement de faire tourner la ferme. J'ai terminé mon café, rincé ma tasse, enfilé mon vieux manteau et pris les clés de la camionnette. En ville, tout ouvrait à 7 heures, le cabinet vétérinaire à 8. J'avais le temps d'arriver. Mais quand je me suis retourné pour les prendre et les porter jusqu'à la voiture, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé sur place. De l'autre côté de la vitre, immobile au milieu de la cour, fixant l'intérieur de la maison, se tenait un chien que je n'avais jamais vu auparavant. Il était grand, noir, avec des taches blanches sur le poitrail, et il était simplement là, assis, à attendre, comme s'il savait qu'il devait être là, comme s'il m'attendait. Je suis resté pétrifié au milieu du salon, les clés du pick-up à la main, à regarder par la fenêtre. Le chien ne bougeait pas, figé comme une statue de pierre dans la cour. Il n'aboyait pas, il ne bronchait pas. Il regardait juste vers l'intérieur de la maison, avec une intensité qui me mettait mal à l'aise. C'était un grand corneau, un mélange de plusieurs races. Son pelage noir brillait sous les premiers rayons du soleil, et les taches blanches sur son poitrail dessinaient une sorte d'étoile irrégulière. Ses oreilles étaient droites, en alerte. Sa queue reposait sur le sol. Il n'avait pas l'air agressif, mais il n'avait pas l'air perdu non plus. Il semblait être exactement là où il voulait être. J'ai ouvert la porte d'entrée doucement. Le froid du matin s'est engouffré d'un coup, coupant, humide. Le chien a tourné la tête vers moi, mais ne s'est pas levé. Nous nous sommes dévisagés pendant quelques secondes. Moi attendant qu'il fasse quelque chose. Lui attendant mon premier geste. Et j'ai appelé, sans grande conviction. « Il est où ton maître ?» Rien, juste ce regard fixe. J'ai descendu les 3 marches du perron et j'ai fait quelques pas vers lui. Le chien s'est enfin levé, mais il n'a pas reculé. Il n'a pas avancé non plus. Il est resté là, debout, dans l'attente. Arrivé à 2 mètres de lui, je me suis arrêté. Je pouvais mieux le voir maintenant. C'était un mâle, adulte, bien entretenu. Son poil était propre, sans tic. Les griffes étaient soignées. Son corps était puissant, bien nourri. Ce n'était certainement pas un chien errant. Quelqu'un prenait soin de lui. Mais que faisait-il dans ma ferme à 6 heures du matin? Tu t'es perdu, c'est ça?
J'ai demandé, tout en sachant qu'il était stupide de parler à un chien comme à un humain. Mais la solitude nous apprend à faire ces choses-là. Il a fait 2 pas vers moi, s'est arrêté, a regardé la maison, m'a regardé et a fait encore un pas. C'est là que j'ai remarqué qu'il humait l'air, il flairait. Son museau s'agitait, captant une odeur qui venait de la maison. Et là, j'ai compris. Il avait senti l'odeur de la chienne et du petit. Ils sont blessés, j'ai dit comme s'il pouvait comprendre. Je les ai trouvés sur la route, je ne sais pas s'ils vont s'en sortir. Le chien a fait encore quelques pas. Il est passé à côté de moi, sans peur, sans hésitation, et a monté les marches du perron. Il s'est arrêté sur le seuil et s'est retourné, comme s'il attendait que je le suive. Une sensation étrange s'est emparée de moi. Ce n'était pas de la peur, c'était autre chose. Comme si ce chien savait quelque chose que j'ignorais, comme s'il était venu ici pour une raison qui dépassait le simple hasard. Je l'ai suivi à l'intérieur. Dès qu'il a franchi la porte, le chien est allé droit au salon. Quand il a vu la chienne et le chiot allongés sur le tapis près de la cheminée, il s'est arrêté. Il est resté là, immobile, pendant de longues secondes, à simplement observer. Puis, lentement, il s'est approché. La chienne a levé la tête. Ses yeux vitreux ont tenté de faire le point. Elle a vu le chien arriver et a fait ce que je n'attendais pas. Elle n'a pas grogné. Elle n'a pas cherché à protéger son petit. Elle a juste reposé sa tête, comme si elle le reconnaissait, comme si elle savait qu'il n'y avait aucun danger. Le chien noir s'est approché et a reniflé la chienne. Son museau, son cou entaillé, son corps tremblant. Puis il s'est tourné vers le petit et l'a reniflé aussi. Le chiot n'a pas bougé. Il dormait ou était peut-être évanoui, difficile à dire. Alors le chien a fait quelque chose qui m'a laissé totalement sans réaction. Il s'est couché à côté d'eux. Il a collé son grand corps chaud contre le corps fragile de la chienne, lui offrant sa chaleur, et il est resté là, calme, protecteur. Je suis resté planté sur le pas de la porte du salon, observant cette scène, essayant d'assimiler ce qui se passait. Un chien inconnu était apparu de nulle part, était entré chez moi, et maintenant il veillait sur 2 animaux que je venais de sauver de la mort. Ça n'avait aucun sens, mais ça ne semblait pas faux pour autant. J'ai regardé l'horloge. 7h15. Le vétérinaire allait ouvrir dans 45 minutes. Je devais y aller, mais je ne pouvais pas non plus laisser ce chien seul ici. Et s'il appartenait à quelqu'un, et si son maître arrivait pour le chercher, et s'il attaquait la chienne et le petit une fois que je serais parti. Mais quand j'ai regardé à nouveau les 3 animaux couchés ensemble, se tenant chaud mutuellement, quelque chose m'a dit qu'il n'y avait aucun risque. Je ne sais pas comment. Je le savais, c'est tout. Tu restes ici et tu veilles sur eux ? J'ai dit au chien noir, ressentant à nouveau cette bizarrerie de parler à un animal comme s'il comprenait. Je reviens vite. Il m'a regardé, puis a baissé la tête, la posant sur le plage de la chienne. J'ai pris les clés de la camionnette et je suis parti. Le trajet jusqu'à la ville ne m'avait jamais semblé aussi lourd de pensée. Je conduisais machinalement, évitant les ornières que je connaissais par cœur, mais mon esprit était ailleurs. Je ne pouvais m'empêcher de penser à ce chien. D'où venait-il ? Comment savait-il que quelqu'un avait besoin d'aide chez moi? Était-ce une coïncidence? Ou bien ces choses-là n'existent-elles pas, comme le disait toujours Marianne? Elle croyait aux signes, aux messages, à ces choses que l'on ne peut expliquer, mais qui arrivent pour une raison précise. J'avais toujours été plus sceptique, plus terre à terre. Mais ce matin-là, avec le soleil montant doucement dans le ciel clair de la campagne, j'ai commencé à douter de mon scepticisme. Je suis arrivé en ville alors que les commerces ouvraient. La petite bourgade s'éveillait lentement comme d'habitude. Peu de gens dans les rues. Une voiture passait de temps en temps. Je me suis garé devant le cabinet de la docteure Hélène, une femme d'une 50aine d'années qui soignait les bêtes de la région depuis plus de 20 ans. Je la connaissais depuis mon arrivée à la ferme. Elle avait toujours été compétente, et toujours chère aussi, mais je n'avais pas le choix. Je suis descendu du pick-up et je suis allé jusqu'à la porte. C'était encore fermé. J'ai regardé à travers la vitre et j'ai vu du mouvement à l'intérieur. J'ai frappé. Une jeune fille, sans doute une stagiaire, est apparue et a désigné l'horloge au mur.
Il manquait 10 minutes avant 8 heures. J'ai frappé à nouveau. Elle a eu un air agacé, mais est allée appeler quelqu'un. La docteure Hélène est apparue, s'essuyant les mains sur un tablier. En me voyant, elle a froncé les sourcils. Elle a ouvert la porte. « Antoine, qu'est-ce qui se passe? Une vache malade ?» « Ce n'est pas une vache, » j'ai répondu, la voix plus pressante que je ne l'aurais voulu. « C'est une chienne et un chiot. Je les ai trouvés sur la route hier soir. Ils sont mal, très mal. » Elle m'a dévisagé, puis a regardé la camionnette vide, puis m'a regardé à nouveau. « Où sont-ils » ? Je les ai laissés à la maison. Je ne pouvais pas les amener tous les deux tout seuls. Je suis venu chercher des médicaments. Et savoir quoi faire. Hélène m'a étudié pendant quelques secondes, puis elle a soupiré. « Entre, raconte-moi exactement ce qui se passe. » Je suis entré dans la clinique. L'odeur de désinfectant mélangée à celle des croquettes m'a frappé au visage. Elle m'a conduit dans la salle de consultation et m'a fait asseoir. J'ai tout raconté. La route, le sac en plastique, la corde, l'état des deux bêtes, la nuit blanche et le chien noir qui était apparu le matin. Plus je parlais, plus son visage s'assombrissait. « Antoine, ce que tu me décris là, c'est de la torture, » a-t-elle dit quand j'ai eu fini. « Quelqu'un a attaché cette chienne pour qu'elle meure à petit feu. C'est un crime. Tu devrais porter plainte à la gendarmerie. Je sais, mais pour l'instant, ce qui compte, c'est de les sauver. Le reste, on verra après. » Elle a croisé les bras. « C'est entendu. Je vais te donner les médicaments. Des antibiotiques pour l'infection, des anti-inflammatoires pour la douleur, de quoi les réhydrater, une pommade pour les plaies et des croquettes spéciales pour le petit. Mais Antoine, je dois les voir. Aujourd'hui. Tu peux me les amener? Oui, je reviens cet après-midi. Et ce chien noir, à qui il est? Je n'en sais rien, je ne l'ai jamais vu. C'est étrange. Un chien n'apparaît pas comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Je sais bien, mais il est là. Hélène a secoué la tête, comme si elle essayait d'assembler les pièces d'un puzzle qui ne collait pas. Bon, je prépare les médicaments. Et Antoine? Elle m'a regardé avec gravité. Ne t'attache pas trop. D'après ce que tu m'as dit, leurs chances sont minces. J'ai dégluti avec peine. Je sais, mais c'était un mensonge. J'étais déjà attaché. Je suis retourné à la ferme avec un sac plein de remèdes et de nourriture. Le soleil était déjà haut quand j'ai passé le portail. Il devait être 9h30. J'ai conduit vite sur le chemin de terre, soulevant un nuage de poussière grise derrière la camionnette. Quand je me suis arrêté dans la cour, la première chose que j'ai vue fut le chien noir. Il était assis sur le perron, au même endroit qu'avant, comme un garde. Dès qu'il m'a vu, il s'est levé et a descendu les marches pour venir à ma rencontre. Il s'est arrêté à 2 mètres et a remué la queue. 1 fois, 2 fois. Ce n'était pas un frétillement joyeux. C'était contenu, comme s'il disait « Tout va bien ici. Ils sont en vie ?» J'ai demandé, sachant qu'il ne répondrait pas, mais ayant besoin de parler. Il s'est retourné et est remonté sur le perron. Je l'ai suivi. À l'intérieur du salon, la scène était différente de celle que j'avais laissée. La chienne avait changé de position. Elle était maintenant couchée sur le ventre, la tête haute, le regard plus vif. Le petit tétait. Il tétait pour de bon, avec force, ses petites pattes poussant le ventre de sa mère. Je me suis arrêté sur le seuil, serrant le sac de médicaments, sentant une bouffée de chaleur m'envahir la poitrine. Ils allaient mieux. Pas encore sauvés, mais mieux. La chienne m'a regardé, et cette fois, pour la première fois depuis que je l'avais trouvée, elle a remué la queue. C'était un mouvement infime, faible, qui soulevait à peine la poussière du tapis. Mais c'était un battement de queue. Je suis entré doucement et je me suis agenouillé près d'eux. Le chien noir est venu s'asseoir à mes côtés, comme s'il faisait partie intégrante de tout cela. J'ai ouvert le sac et pris l'antibiotique. Un gros cachet, difficile à avaler. Il allait falloir le cacher dans la nourriture. Je suis allé à la cuisine et j'ai préparé un peu de riz avec du poulet effiloché. Rien de sophistiqué, mais c'était ce que j'avais. J'ai écrasé le comprimé au milieu et je suis revenu. J'ai posé l'assiette devant la chienne. Elle a reniflé, a hésité, m'a regardé, a regardé son petit, et lentement, très lentement, elle a commencé à manger.
Elle n'a pas pris grand-chose, 4 ou 5 bouchées. Mais elle a mangé. C'était un progrès. J'ai soigné les plaies de son cou avec la pommade d'Hélène. La chienne a tressailli quand j'ai touché, mais elle n'a pas essayé de mordre. Elle a laissé faire. Elle a fait confiance. J'ai appliqué la pommade avec précaution, nettoyant les blessures, essayant de ne pas la faire souffrir davantage. Quand j'ai eu fini, elle a posé sa tête au sol et a poussé un long soupir, épuisée, mais vivante. Le petit a fini de téter et s'est blotti contre sa mère, le ventre enfin plein. Il s'est endormi en quelques secondes. Je suis resté là, assis par terre, à regarder les trois. La chienne blessée, le petit fragile, et le chien noir apparu de nulle part. Et pour la première fois depuis longtemps, la maison ne me semblait pas vide. J'ai passé le reste de la matinée à m'occuper d'eux, à changer l'eau, à proposer de la nourriture, à nettoyer les plaies. Le chien noir ne les quittait pas d'une semelle. Il restait toujours là, à surveiller comme si c'était sa responsabilité. J'ai essayé plusieurs fois de me demander d'où il venait. J'ai fait le tour de la propriété en cherchant un trou dans la clôture, un signe de la façon dont il était entré. Rien. Les clôtures étaient intactes, les portails fermés. Il était simplement apparu. Vers midi, j'ai essayé de lui donner à manger. J'ai mis des croquettes dans une gamelle que j'ai laissée dans la cuisine. Il a reniflé, mais n'a pas mangé. Ce n'était pas la faim qui l'avait conduit ici. Alors, quoi? L'après-midi, comme promis, j'ai porté la chienne et le chiot jusqu'à la camionnette. La chienne a réussi à tenir debout quelques secondes, mais ses pattes tremblaient encore. J'ai dû la porter à nouveau. Le petit, je l'ai mis dans une caisse en carton tapissée de vieux tissus. Au moment de fermer la portière arrière, le chien noir a sauté à l'intérieur. « Hé, toi, tu ne viens pas !» j'ai dit, essayant de le faire descendre. Mais il a refusé de bouger. Il s'est simplement assis sur la banquette, regardant droit devant lui, imperturbable. J'ai essayé de le pousser. Rien. J'ai essayé de l'attraper par le cou, mais il n'avait pas de collier. Rien à faire. Il venait avec nous. Point final. J'ai soupiré. D'accord, tu as gagné. J'ai fermé la porte et j'ai fait le tour. Nous avons tous les 4 pris la route de la ville. La consultation au cabinet de la docteure Hélène a duré près de 2 heures. Elle a examiné la chienne sous toutes les coutures, a pesé le chiot, a fait des prises de sang aux 2, a posé une perfusion, a prescrit d'autres médicaments. Et quand elle a terminé, elle m'a pris à part dans un coin de la salle. « Antoine, je vais être honnête avec toi. La chienne est déshydratée, malnutrie, avec une anémie sévère et plusieurs infections. Son cou gardera une cicatrice. Mais elle est forte, elle se bat. Si vous continuez à vous en occuper comme vous le faites, elle a une chance, une bonne chance. Et le petit, elle a hésité. C'est plus compliqué pour lui. Il est très faible, trop petit. Il pourrait ne pas tenir le coup. Mais s'il passe cette semaine, s'il prend du poids, alors là, ses chances s'amélioreront. J'ai dégluti difficilement, sentant une boule dans ma gorge. Je ferai tout ce qu'il faudra. Elle a posé sa main sur mon épaule. Je sais que vous le ferez. Mais Antoine, vous êtes sûr de vouloir assumer tout ça? C'est une responsabilité. C'est un budget. C'est du temps. Et vous êtes seul là-bas, à la ferme. J'ai regardé derrière moi. La chienne était allongée sur la table d'examen, ses yeux me suivant. Le chiot dormait dans la caisse, et le chien noir était assis à côté de la table, immobile, montant la garde. « Je ne suis plus seul » ai-je répondu, me surprenant moi-même. Hélène a suivi mon regard et a vu le chien noir. « Et celui-là, à qui est-il » ? « Je ne sais pas. Il est apparu ce matin. Vous avez demandé aux voisins ? Pas encore. Demandez-leur. Quelqu'un doit sûrement le chercher. Je le ferai. Mais au fond de moi, je savais déjà que personne ne se manifesterait. Ce chien n'était pas perdu. Il avait été envoyé. Nous sommes rentrés à la ferme en fin d'après-midi. Le ciel était à nouveau orangé, annonçant une autre nuit glaciale. Mais cette fois, je n'avais pas peur. Cette fois, j'avais de la compagnie. Je les ai installés tous les 3 dans le salon. J'ai allumé la cheminée, j'ai préparé de la nourriture, j'ai donné les médicaments. Et quand la nuit est tombée pour de bon, je me suis assis sur le vieux canapé et je les ai regardés. La chienne dormait plus paisiblement,
Le petit tétait et le chien noir veillait. Pour la première fois en 4 ans, la solitude ne me pesait plus autant. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que cette nuit-là, quelque chose allait arriver. Quelque chose qui allait tout mettre à l'épreuve, qui allait me forcer à choisir entre la sécurité et le risque, entre la peur et le courage, et qui allait tout changer, une fois pour toutes. Il devait être près de 11 heures du soir, quand le vent a commencé à tourner. J'étais sur le canapé, à moitié éveillé, un mince plaid sur les jambes. La cheminée n'était plus que braise, jetant une faible lueur rougeoyante dans la pièce. Les 3 chiens dormaient sur le tapis. La chienne avait une respiration lourde mais régulière. Le chiot était blotti contre son ventre. Et le chien noir restait dans la même position de sentinelle, la tête haute, les oreilles toujours en alerte. Le premier signe fut le bruit des tuiles, un grincement différent. Ce n'était pas seulement le vent froid de la nuit, c'était quelque chose de plus fort, de plus urgent. Je me suis levé du canapé pour aller à la fenêtre. Le ciel était étrange, nuageux, pesant, avec cette teinte verdâtre qui annonce les gros orages de grêle en campagne. Des éclairs silencieux déchirèrent l'horizon, encore loin, mais approchant rapidement. Ce n'était pas la saison des pluies. Nous étions déjà en juin. Le temps sec s'était installé depuis des semaines. Mais ici, dans le Massif central, c'est comme ça. Quand on s'y attend le moins, la nature envoie un orage violent, juste pour nous rappeler qu'elle ne suit aucun calendrier. Et celui-là allait être puissant. Je le sentais dans mes os. Je suis retourné au salon et j'ai regardé les chiens. La chienne avait ouvert les yeux. Elle aussi avait senti le changement. Le chien noir s'est levé et est venu à la fenêtre, s'arrêtant à mes côtés. Nous avons regardé ensemble le ciel qui s'obscurcissait à chaque seconde. L'orage arrive, ai-je murmuré, et ça va être du brutal. Comme pour confirmer mes paroles, un coup de tonnerre a éclaté. Fort, trop proche. Le genre de tonnerre qui fait vibrer la maison et sauter le cœur. Le chiot s'est réveillé en sursaut et a commencé à gémir. La chienne a tenté de se lever, mais ses pattes ne lui obéissaient pas encore correctement. Elle a réussi à s'asseoir et à attirer le petit vers elle avec son museau pour le protéger. C'est alors que la pluie a commencé. Ce n'était pas une de ces pluies qui arrivent doucement, qui préviennent. C'était un déluge. D'un coup, l'eau s'est mise à tomber avec une violence que je n'avais pas vue depuis des années. Le fracas sur le toit était assourdissant. On aurait dit que quelqu'un jetait des seaux de gravier là-haut. Le vent a forci, hurlant entre les interstices des vieilles fenêtres, faisant claquer les portes. J'ai couru dans la maison pour fermer tous les volets. Celui de la cuisine était coincé. J'ai dû forcer. L'eau s'engouffrait déjà, mouillant le sol en ciment. J'ai réussi à fermer, mais le bois gonflé tenait à peine. Le vent poussait comme s'il voulait tout arracher. Je suis revenu précipitamment au salon. La lumière a vacillé, 1 fois, 2 fois, et s'est éteinte. Obscurité totale. Seules les braises mourantes de la cheminée éclairèrent les contours des meubles. J'ai pris la lampe torche qui restait dans le buffet, une de ces vieilles lampes lourdes. Je l'ai allumée. Le faisceau de lumière a transpercé le noir, montrant les 3 chiens recroquevillés ensemble. Le petit tremblait tellement que tout son corps s'en secouait. La chienne le léchait, essayant de le calmer, mais elle-même était terrifiée. Un autre coup de tonnerre. Plus près encore. La maison a véritablement tremblé cette fois. J'ai entendu un craquement dehors et un bruit de bois qui se brise. J'ai couru à la fenêtre de devant. Une des grosses branches du vieux chêne s'était rompue et était tombée dans la cour. À quelques mètres seulement du pick-up, mon cœur s'est emballé. Si la tempête continuait ainsi, elle pourrait abattre l'arbre entier. Et s'il tombait, il s'écraserait directement sur la maison, sur la chambre du fond, sur la cuisine, sur nous. Je suis retourné au salon essayant de réfléchir vite. La maison était vieille. La structure tenait bon, mais la toiture avait des points faibles. Si une tuile sautait, l'eau s'inviterait partout. Et avec l'humidité, l'état des chiens allait empirer radicalement. La chienne était encore bien trop faible. Le chiot ne survivrait pas au froid et à l'humidité combinée. Je devais les protéger. J'ai regardé autour de moi, cherchant l'endroit le plus sûr.
Le salon était trop exposé, avec ses fenêtres des deux côtés. La chambre de devant aussi. La cuisine avait cette fenêtre capricieuse qui pouvait céder à tout instant. Il restait le couloir, un espace étroit entre les chambres, sans fenêtre, avec les murs les plus épais de la bâtisse. Ce n'était pas confortable, mais c'était le plus sûr. J'ai pris toutes les couvertures que j'avais. J'ai installé une sorte de nid au sol dans le couloir. J'ai porté la chienne en premier. Elle me semblait plus lourde qu'avant, ou peut-être était-ce la fatigue. Je l'ai posée sur les couvertures. J'ai pris le chiot et je l'ai mis contre elle. Le chien noir m'a suivi sans que j'aie besoin de l'appeler. Il s'est couché à côté d'eux, faisant rempart de son corps. Je suis retourné au salon chercher d'autres couvertures, le sac de médicaments, de l'eau, la lampe de rechange. J'ai tout apporté dans le couloir. J'ai monté un campement improvisé. Ce n'était pas l'idéal, mais ça ferait l'affaire. La tempête redoublait de violence. Le vacarme était tel qu'on entendait à peine ses propres pensées. Les éclairs illuminaient toute la maison par fractions de secondes, projetant des ombres distordues sur les murs. Le vent sifflait comme une créature vivante, griffant les parois, arrachant des tuiles. Je me suis assis par terre dans le couloir, adossé au mur, la lampe entre les jambes. Les 3 chiens étaient entassés, tremblants. J'ai tendu la main et je l'ai posée sur la chienne. Elle était brûlante, mais ce n'était pas de la fièvre, c'était la peur. Le chiot s'est glissé sous mon bras, cherchant une protection. Le chien noir a posé sa tête sur ma jambe. Et nous sommes restés là, tous les 4, en attendant que l'orage passe. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Ça aurait pu être 1 heure, ça aurait pu être 3. Le temps s'étirait dans l'obscurité, chaque minute semblant durer une éternité. La pluie ne faiblissait pas, le vent ne tombait pas, et les coups de tonnerre continuaient d'exploser, chacun plus proche que le précédent. Puis, j'ai entendu le bruit que je redoutais le plus, un craquement sec, prolongé, comme du bois qu'on tord et qu'on brise en même temps. Ça venait d'en haut, du toit. Je me suis levé d'un bond, le cœur au bord des lèvres. J'ai pointé la lampe vers le plafond du couloir. Rien d'anormal, mais le bruit persistait. Ça venait du salon. J'y ai couru, laissant les chiens dans le couloir. Quand je suis entré et que j'ai braqué la lampe vers le haut, j'ai vu. Une des poutres du plafond s'était fendue. Elle n'avait pas encore cédé, mais elle pliait. À chaque rafale de vent, elle gémissait, se courbant davantage. Et juste en dessous, en plein milieu du salon, se trouvait le tapis où les chiens avaient passé la nuit précédente. Si la poutre tombait, elle emporterait la moitié du toit avec elle. Je suis retourné en courant dans le couloir. J'ai regardé les 3 chiens. La chienne qui tenait à peine debout, le chiot qui ne survivrait pas au froid si nous devions sortir, le chien noir qui me fixait comme s'il savait exactement ce que je pensais. J'avais 2 options, rester ici et prier pour que le toit tienne. S'il tenait, nous étions en sécurité. S'il lâchait, nous risquions d'être ensevelis, ou